Bienvenue à toutes et à tous à ce second volet consacré aux risques et aux accidents médicaux, comment les prévenir et rebondir dessus. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Leila Seguir qui a fait sa thèse sur ce sujet et qui propose une pratique professionnelle pour accompagner les cliniques à prévenir et à mieux vivre les aléas médicaux. Donc aujourd'hui, un super déjeuner consacré aux accidents médicaux. Léla, je te laisse te présenter. Je te remercie beaucoup d'être ici pour une présentation qui durera environ 1 demi-heure, 40 minutes. À toi. Ouais. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Leïla Assaguir, je suis docteur vétérinaire et en même temps, je me suis spécialisée en sécurité des soins. Donc, sécurité des soins dans son approche large, c'est-à-dire comment faire techniquement pour proposer une pratique plus sûre avec moins d'erreurs médicales, moins d'accidents et donc sécuriser pour le patient, mais aussi sécuriser soi-même, enfin, pour sa psychologie, pour son bien-être au travail. Donc, tout l'impact, ce qu'on appelle en anglais psychological safety, qui est la considération vraiment du bien-être au travail et de, de la sécurité psychologique, en fait, pour ses salariés, souvent quand on est patron, et même quand on est salarié, comment agir pour ne pas impacter ses collègues négativement par nos paroles, par nos actes, comment créer une culture vraiment au sein de la clinique avec des valeurs partagées euh, pour que tout le monde se sente bien et se sente à sa place. Donc maintenant, j'exerce à la fois en pratique clinique, en pratique généraliste canine, et à côté, je fais des formations et de l'accompagnement de structures qui souhaitent travailler donc différentes problématiques liées à la sécurité des soins. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc une petite présentation sur comment mieux vivre les accidents médicaux. Alors, donc tout d'abord, pourquoi ce sujet? Donc, tout simplement parce que c'est une réalité du métier et qu'en même temps, elle est de moins en moins acceptée. En fait, les accidents médicaux, il y en a toujours eu, c'est pas nouveau. Pourtant, avant, on en parlait peut-être un peu moins. Donc, tout d'abord, c'est une réalité du métier qui arrive à tout le monde. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri, même si on peut être le meilleur des vétérinaires ou avoir fait autant de formations qu'on veut, un accident médical peut toujours nous arriver. Mais pardon, on en parle peu. Ça, c'est quelque chose où on peut trouver quelques publications qui vont parler, mais toujours avec une approche très technique, en fait, de l'accident médical, où on va décrire une réaction un peu anormale, un aléa qu'on n'avait jamais vu par rapport à l'utilisation d'un protocole, par exemple anesthésique, qui d'habitude n'entraîne pas les conséquences que là, ça a pu entraîner. Mais on parle peu du volet psychologique, de l'impact sur le soignant, de la gestion de l'accident médical, de à quel point ça peut être difficile. On a beaucoup parlé de la fatigue compassionnelle, mais c'est vrai qu'on a peu abordé en général l'impact des événements significatifs sur les soignants. C'est une réalité du métier où il n'y a pas de solution miracle technologique. En fait, souvent, vu que la médecine se complexifie, s'améliore toujours, on pourrait s'attendre à ce qu'on fasse de moins en moins d'erreurs avec la digitalisation, par exemple, mais c'est utopiste. Les solutions technologiques ne remplacent pas l'humain et peuvent parfois agir comme barrière, mais on ne peut pas espérer que, avec l'avancée et le progrès de la médecine, les progrès technologiques, il n'y ait plus d'erreurs, d'aléas, d'accidents. Donc, c'est une réalité du métier qui persiste. Et donc, dans le contexte du métier qui se complexifie, en plus, la médecine devient de plus en plus performante, mais également de plus en plus difficile. Et donc, il y a de plus en plus d'aléas et d'accidents médicaux parce que avant, ce n'était pas vraiment des accidents médicaux, on ne savait pas forcément soigner, on ne savait pas faire plus, donc on faisait ce qu'on pouvait. Maintenant, vu qu'on peut faire beaucoup plus, ben, c'est beaucoup plus simple qu'il y ait des aléas, des accidents médicaux, des choses qu'on maîtrise un peu moins, donc plus d'erreurs aussi. Donc, les accidents médicaux sont une réalité du métier. Alors, excusez-moi, je ne vois pas avec moi. Ah. Il y avait le petit bandeau avec les petites têtes qui me cachait mon diaporama. Euh, mais c'est une réalité qui aujourd'hui est de moins en moins acceptée. Ce qui semble logique,
parce que maintenant, il y a une prise de conscience par rapport à la sécurité psychologique, à l'impact, enfin, l'intérêt de garantir une sécurité psychologique dans les cliniques. L'étude récente qui a été menée, commandée d'ailleurs par Veto Entraide et l'Ordre, conduite par le professeur Truchot, montre bien que la sécurité psychologique est parfois chancelante chez les vétérinaires. Et dedans a été souligné l'impact de la peur de l'erreur qui arrivait comme premier facteur d'idéation suicidaire. Donc, on fait le lien maintenant, on a toujours parlé du suicide des vétérinaires, du mal-être des vétérinaires, mais en ce moment, il y a vraiment le doigt qui est mis dessus et un lien, on pointe de plus en plus du doigt les accidents médicaux, bien que ce ne soit pas le seul facteur, on est d'accord. C'est de moins en moins accepté aussi par les jeunes, notamment, on parle de grandes démissions. Il y a une étude menée par Veto Entraide par donc des vétérinaires Babo Jourdan qui ont montré que la peur de l'erreur était le premier facteur de reconversion avant 5 ans d'exercice. Donc, en fait, les accidents médicaux sont tellement peu acceptés qu'on préfère changer de métier que de continuer à les vivre tels qu'on les vit à l'heure actuellement. Et donc, au-delà de cette sécurité psychologique, il y a aussi une quête de qualité de vie au travail. MSD a fait récemment une enquête où, là encore, donc elle s'intéresse à tous les différents facteurs qui impactent la qualité de vie au travail. Et là encore, la responsabilité des accidents médicaux, la peur de l'erreur sont soulignés. Enfin, pourquoi est-ce que c'est de moins en moins accepté? Parce qu'il y a une augmentation des pressions sociales, que ce soit par la judiciarisation. En fait, on porte beaucoup plus facilement plainte maintenant, on va beaucoup plus chercher réparation ou aller à l'ordre pour déposer, dire que le vétérinaire a fait une faute, une erreur. Donc c'est là où avant, les erreurs, les accidents pouvaient arriver, mais on allait moins chercher à poursuivre le soignant. Il y a aussi une évolution du rapport à l'animal, où en fait, l'animal prend une autre place dans le foyer. Maintenant, c'est plus un chien de ferme, je caricature un petit peu, mais c'est un membre de la famille à part entière, auquel on est encore plus attaché peut-être qu'avant. Et du coup, on veut qu'on le traite presque au même niveau qu'on traiterait un enfant. Donc, cette évolution du rapport à l'animal fait qu'on est beaucoup plus exigeant et donc qu'on refuse encore plus les accidents médicaux. Et de manière générale, notre société, et surtout en France, est très averse au risque. On refuse le risque. On n'est pas habitué à parler du risque. Là où les anglo-saxons sont peut-être un peu plus OK avec le risque, non, le fait qu'on sait qu'il y a des risques et que prendre les risques permet peut-être d'avoir quelque chose derrière. En France, on est vraiment à refuser, à être dans le principe de précaution, ce qui fait du coup, on se désensibilise aux aléas, aux accidents médicaux, enfin, aux conséquences négatives que peuvent avoir les actes parce qu'on ne s'imagine plus que ce soit possible et on ne le veut plus, on le rejette. Donc, en fait, pourquoi ce sujet? L'objectif, c'est de mieux vivre les accidents médicaux parce que c'est une réalité du métier et que aujourd'hui, on ne veut plus juste vivre les accidents médicaux comme avant. Alors, qu'est-ce qu'un accident médical? Parce qu'on parle d'accidents médicaux. Ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que le langage courant, le droit et les facteurs humains donnent une définition complètement différente de l'accident médical. Donc, j'ai cherché tout simplement une définition dans le Larousse, un événement fortuit donc, qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses. Ça, c'est le langage courant. En droit, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail. Le but, c'est pas de faire un exposé sur les accidents médicaux. Mais globalement, on voit qu'on sépare la faute de l'aléa. La faute, c'est quand il y a un lien de causalité entre un fait dommageable commis par le soignant et un dommage. Et quand, par contre, on ne peut pas établir de lien de causalité entre le dommage et l'acte du soignant, là, on va parler d'aléa. En fait, on ne sait pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas une évolution normale de la pathologie, mais ce n'est pas une faute non plus. Donc, on parle d'aléa. Ce qui est important, c'est qu'en droit, accident médical se substitue à aléa. Donc, je le précise parce que je veux peut-être que certains d'entre vous ont conscience de ces définitions. Dans cette présentation, on ne limite pas l'accident médical à l'aléa. On n'a pas ce prisme purement juridique. Et dans les facteurs humains, on ne parle pas vraiment
d'accident médical, on parle plutôt d'événement indésirable. Donc un événement associé aux soins qui a pu entraîner ou aurait pu entraîner une atteinte pour le patient et surtout dont on souhaite qu'il ne se reproduise pas. Donc ça peut être l'évolution de la pathologie, des fois où ça va dans un sens où on aurait aimé que ça n'aille pas et on ne veut pas que ça se reproduise. Ça peut être un aléa, donc, un peu de la même définition que tout à l'heure, c'est quand on ne pouvait pas vraiment l'anticiper, c'était inattendu et ce n'est pas lié à un écart en fait. Il n'y a pas eu de faute ou d'écart commis par le patient. Il a tout fait bien, mais il y a eu un événement indésirable. Et enfin, l'écart. Donc l'écart, ça peut être une erreur quand on n'a pas fait exprès, c'était involontaire. Une violation quand on sait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais on n'avait pas le choix, considérant les circonstances, ou carrément de l'indiscipline, voire de la malveillance, où voilà, on préfère être sur son téléphone plutôt que de surveiller l'animal, par exemple, ça ce serait une indiscipline. Donc tout ça peut entraîner, rentre dans les événements indésirables. Donc dans cette présentation, on va avoir une acceptation large du terme accident médical, en fait. Il ne faut pas vous dire, on parle que de l'erreur, que de la faute, que de l'aléa, que des événements aux conséquences graves. Non, des événements qui n'ont au final pas eu de conséquences peuvent aussi être considérés. Les échecs thérapeutiques, les mauvaises pratiques. Voilà, on a vraiment cette acceptation large. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand on regarde l'étymologie de accident, ça vient du grec aller avec. Et en fait, l'accident vient avec la pratique de la médecine. C'est pas possible de pratiquer sans qu'il n'y ait d'accident. Et mieux vivre maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Tout d'abord, c'est toujours plus simple de définir ce qu'on ne veut pas dire. Donc, mieux vivre, là, ce qu'on ne sous-entend pas avec cette présentation, c'est ne plus accorder d'importance aux accidents médicaux. L'objectif de mieux vivre les accidents médicaux, c'est pas de se dire, OK, on s'en fiche, du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut, je suis plus du tout impactée, je me sens pas du tout impactée, les accidents médicaux, de toute façon, ça arrive à tout le monde, donc je m'en fiche. Non, ça, de toute façon, c'est utopiste et c'est même pas souhaitable, en fait, qu'on se détache autant émotionnellement des occurrences indésirables. Et c'est pas non plus viser d'être heureux en toutes circonstances ou de ne plus jamais être triste. Des fois, il y a vraiment cette quête dans cette société où on nous vend le bonheur à tout prix, les quêtes de bonheur, et où on oppose vraiment heureux, c'est positif, triste, c'est négatif. En fait, la tristesse aussi a une fonction et qui est de vivre son émotion, de récupérer après un événement où on a perdu quelque chose, perdu un être. Donc l'objectif, c'est pas de supprimer ses émotions et de rentrer dans du binaire, il faut être heureux ou il faut être malheureux. Non. L'objectif par mieux vivre, ce que je veux dire par là, et ce qu'on sous-entendait quand on a construit cette présentation, c'est devenir plus résilient. En fait, savoir davantage rebondir face aux adversités. Et là, l'adversité en question, c'est les accidents médicaux. Être plus serein, c'est-à-dire, ça n'empêchera pas d'être triste, mais être plus serein dans sa gestion, son appréhension, dans la durée. Éviter les déviations pathologiques des émotions, c'est un peu des grands mots, mais je ne savais pas comment l'écrire autrement, pour simplement dire que ressentir de la tristesse, par exemple, c'est normal. Par contre, une tristesse qui s'étale dans la durée ou qui est beaucoup trop intense, là, ça devient ce qu'on appelle pathologique en psychologie, parce que on n'arrive plus à sortir de l'état normal de la simple petite émotion et ça devient quelque chose de chronique. Donc, l'objectif, c'est ça aussi, de mieux vivre les accidents médicaux, c'est éviter de tomber dans une dépression, d'avoir ces facteurs qui vont nous faire nous sentir vraiment pas bien. On le disait en introduction, sur la sécurité psychologique ou les reconversions professionnelles. Voilà, quand un accident médical est source d'une reconversion, alors qu'on aurait pu éviter et que c'était un événement ponctuel, c'est dommage et c'est ça qu'on vise par mieux vivre les accidents médicaux. Euh, Là, donc, je vous ai mis le modèle de l'impact des erreurs sur le soignant, d'après un auteur qui s'appelle Eric Gallam, qui dit qu'en fait, donc, il y a l'erreur, l'accident médical, peu importe. Lui, il avait travaillé sur l'erreur, mais ça s'applique à tout. Donc, l'erreur qui arrive et qui va impacter donc, le soignant. L'impact, il dépend aussi de comment le soignant cope avec cet événement. Coper, ça veut dire quelle est sa réponse au stress. Certains vont naturellement être plus résilients que d'autres personnes. Certains sont de nature plus triste que d'autres, donc ils vont être plus tristes que d'autres soignants. Donc ça dépend vraiment de chacun.
Et le soignant est du coup la seconde victime de son erreur, de son aléa, enfin, d'un aléa, d'un événement négatif qui se passe dans une clinique. Et il peut être impacté à la fois dans sa vie professionnelle, sa vie privée, sa personne, et parfois son rapport à son métier et à ses patients. Donc, mieux vivre, au final, c'est essayer que ça impacte le moins possible. Ça impactera toujours, mais que ça impacte le moins possible, du moins dans la durée, dans l'intensité, le soignant. Et au final, mieux vivre, c'est une définition assez personnelle, en fonction de chacun, en fonction de l'objectif de chacun. Certaines personnes visent absolument à être zen tout le temps, certaines visent à essayer d'être un peu plus heureux, parce qu'elles se trouvent plus malheureux que d'autres. D'autres se trouvent trop stressés et vont vouloir être un peu plus sereins, plus relaxés. Donc, mieux vivre, c'est une définition, somme toute, assez personnelle, dont chacun d'entre vous peut avoir une définition différente. Donc, ce que l'on va aborder dans la suite, c'est la notion de seconde victime, pour savoir comprendre ce que c'est, les agresseurs, les mécanismes de coping, donc nos stratégies d'ajustement face au stress, et enfin, quand et comment agir. Par contre, ce que l'on n'abordera pas, ce qu'on exclut de cette présentation, c'est comment éviter les accidents. Parce que bien sûr, si on évite l'accident, il n'y a pas d'accident, donc il n'y a pas de mauvais vécu. Donc on ne vit pas d'accident. Ça, donc on ne l'abordera pas. Et comment agir pendant l'accident. Comment réagir. On ne va pas rentrer dans des détails de techniques médicales, comment se préparer, avoir son chariot de réanimation à proximité. Non, ce n'est pas le but. Et on ne va pas non plus aborder la gestion du stress aigu. Donc pendant l'accident, on est stressé et ça fait partie ça impacte le vécu, le fait de l'avoir vécu de manière très stressée ou non, mais c'est un choix de ne pas l'aborder là parce que ça pourrait être un sujet à part entière, la gestion du stress. Donc tout d'abord, pour mieux vivre les accidents médicaux, c'est se reconnaître seconde victime. Donc, seconde victime, c'est un concept qui a été introduit dans les années 2000 en médecine humaine, où on a remarqué que, certes, la première victime d'une erreur, d'un accident, c'est le patient et ses proches, par ricochet, mais le soignant est aussi très impacté, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, dans son rapport à son métier, dans sa personne, il est lui-même impacté. En fait, l'erreur, l'aléa, c'est un agresseur qui nous agresse et de manière injuste en fait, parce que nous, on voulait bien faire, on y met tout notre cœur pour bien travailler, et malgré ça, il peut y avoir un accident médical. Donc il y a cette notion d'injustice et d'agresseur qui revient et qui fait qu'on peut parler de seconde victime. Et c'est important de reconnaître qu'on est une seconde victime parce que souvent, en tant que soignant, on ne s'autorise pas à se plaindre, on ne s'autorise pas à être pas bien, on se dit oui, non, mais en même temps, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est moi qui ai mal pratiqué. Du coup, on se juge nous-mêmes et comme on se juge, on n'aurait pas le droit, on n'est pas légitime. C'est quelque chose qui est très décrit en médecine humaine aussi, le fait que les soignants vont très rarement chez le médecin, par exemple, ne s'occupent pas de leur propre santé. Alors que là, se reconnaître seconde victime, c'est accepter qu'on a été agressé par un événement et de manière injuste. Donc, c'est vraiment la première étape. Alors, ce n'est pas être seconde victime, ce n'est pas faire sa victime. On peut entendre cette expression, oh, il fait sa victime, elle fait sa victime. Non, c'est s'autoriser à vivre ce que l'on ressent parce qu'on a été agressé. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ce n'est pas non plus rejeter sa responsabilité. C'est pas parce qu'on se reconnaît seconde victime qu'on nie complètement notre part de responsabilité dans l'événement qui est arrivé. Mais par contre, ce n'est pas se culpabiliser pour ce qu'on ne pouvait pas ou peut maîtriser en fait. Une erreur, c'est lié simplement à nos défaillances cognitives, parce que notre cerveau, on n'est pas un robot, notre cerveau est faillible, et on a beau faire du mieux qu'on peut, on va commettre des erreurs. Donc, reconnaître sa responsabilité, oui. Se culpabiliser à outrance, non. La seconde étape, donc identifier les agresseurs, parce que qui dit victime, dit agresseur. Dans les agresseurs, donc bien sûr, il y a le gros agresseur, c'est l'erreur, mais il y a aussi d'autres micro-agresseurs qui ne sont pas là forcément dans toutes les situations, mais qui sont là qui peuvent être là en fonction des situations. Donc, dans les agresseurs, souvent on pense, pourquoi est-ce qu'une erreur nous marque? Pourquoi est-ce qu'une erreur nous marque? On va penser tout de suite, parce que c'était grave, ça a entraîné la mort, ou ça aurait pu entraîner la mort, la gravité potentielle. Ou parce que je suis coupable, parce que je me sens
c'est ma faute, c'est ma responsabilité qui est en jeu. Donc, ce sentiment de culpabilité. Souvent, c'est les trois choses, les trois facteurs qu'on pense être les causes de l'impact d'un événement sur nous-mêmes. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'autres petits facteurs qui rentrent en compte. Donc là, c'était dans le cadre de ma thèse, j'avais posé à des vétérinaires et des auxiliaires la question de savoir quel était l'événement qui les avait le plus marqués dans leur carrière. Et après, pourquoi, selon eux, cet événement les avait le plus marqués. Et donc là, c'est le résumé globalement des motifs qui sont ressortis. Donc on remarque qu'effectivement, il y a la gravité qui est importante, la culpabilité, ce qu'on ressent, notre responsabilité qui est très importante, ça arrive en premier. Mais il y a plein d'autres facteurs. Et c'est ce que j'aime bien appeler les micro-agresseurs. En fait, il y a un agresseur général, l'erreur, l'aléa, mais il y a en plus de la gravité de cette erreur, le sentiment de culpabilité, c'est moi qui ai fait cette erreur, la culpabilité. Mais en plus, ces micro-agresseurs derrière. Euh, Par exemple, ce qu'on remarque, c'est qu'entre les auxiliaires et les vétérinaires, donc là, j'ai que les femmes vétérinaires pour enlever l'influence du sexe, euh, on remarque que ce n'est pas forcément les mêmes micro-agresseurs qui sont fréquents. On va remarquer que chez les auxiliaires, souvent, c'est pour 10% d'entre elles, quand même, la réaction d'un soignant est importante et fait qu'elles vont plus mal vivre un événement indésirable qu'un autre. La première fois, c'est ma première erreur, c'était la première de ma carrière, c'est la première chez mon nouvel employeur. Ça aussi, c'est un facteur qui impacte, par exemple, les femmes vétérinaires. Donc voilà, il y a tout un tas de micro-agresseurs qui nous agressent en plus de l'erreur. Donc tout d'abord, les caractéristiques de l'erreur. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Euh, je ne savais pas qu'une telle erreur pouvait arriver. Le fait de ne pas être au courant, de ne pas connaître qu'une erreur peut arriver, que ça nous semble complètement inédit, ça nous marque particulièrement. Je ne savais pas quelles auraient pu être les conséquences. Donc, juste pour un vaccin, chien injecté à la place d'un vaccin chat. Donc c'est intéressant parce que c'est marquant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas les conséquences, on ne connaît pas. C'est un événement qui nous est un peu inconnu. Donc cette incertitude, cet inconnu fait que ça nous agresse davantage. Le moment, à quel moment ça arrive? Donc moment surprenant. C'était le cas d'un chien qui se réveille alors que il pensait avoir fait une euthanasie avec PT61. Et c'est surprenant, on s'y attend pas, on ne pensait pas que ça allait arriver. Donc, ou le caractère impressionnant du chat qui crache du sang, ça c'est aussi c'est un exemple des moments surprenants, un déroulé surprenant, ça fait qu'on va s'en rappeler beaucoup plus et ça peut nous affecter beaucoup plus. Il y a aussi des fois le contraste entre l'issue, souvent la mort, et l'événement qui était censé être heureux. Par exemple, une césarienne perdre une chienne lors d'une césarienne, c'est censé être un beau moment. Et quand ça se termine mal, ça touche d'autant plus. C'était un critère qui était souvent décrit, notamment lors des chirurgies de convenance, le fait de perdre un animal lors d'une chirurgie de convenance ou sur un animal jeune. Ou par exemple, essayer de soulager un animal. Vraiment, notre objectif, c'était de soulager. Et finalement, on a fait plus de mal que de bien et ça a entraîné la mort. Donc voilà, tous ces petits agresseurs, c'est important de les identifier quand vous êtes confronté à un accident médical, de savoir pourquoi, quelles sont les choses qui m'impactent plus que d'autres. Les identifier aide à les accepter, en fait, et du coup, à aller de l'avant, plutôt que de se sentir, juste de se sentir agressé de partout et de pas savoir ce qui se passe, en fait. L'organisation, ça, c'est vraiment un agresseur qui est souvent sous-estimé. Une erreur qui se déroule alors que l'organisation est parfaite, va nous marquer, mais quand l'organisation était défaillante, ça nous marque d'autant plus. L'exemple type, c'est nous étions en manque de personnel, je n'aurais jamais pris cette décision si on avait été plus nombreux. J'avais réclamé le matériel nécessaire, mais on m'en avait ignoré ma demande. Je n'ai pas été soutenue, aidée, et le confrère n'a pas fait la surveillance du réveil. Ça, c'est des choses qui reviennent où on se sent encore plus agressé parce que ça n'aurait pas dû arriver si les conditions organisationnelles avaient été satisfaisantes. Le fait qu'on ait l'impression de perdre son libre arbitre avec cette organisation défaillante, chirurgie imposée par un collègue alors que j'avais référé. On avait référé, on avait choisi on avait pris la bonne décision et en fait on nous impose autre chose.
C'était le chaton de ma fille, j'avais donné des consignes qui n'ont pas été suivies. Ça, c'est quelque chose qui semble encore plus agressif. Donc oui, il y a le fait que ce soit le chaton de sa fille, mais il y a aussi le fait que euh, on donne des consignes, c'est pas suivi et ça se termine mal. Donc là, on se sent agressé parce que on aurait pu encore plus l'éviter. L'individu, donc le soignant soi-même, euh, on peut être agressé plus ou moins par un événement parce que on est attaché, soit au propriétaire, soit à l'animal directement. Donc, je vous ai mis quelques exemples, le chat de ma maman, un lien amical avec les propriétaires, une chienne particulièrement attachante qu'on suit depuis toute petite, les gens qui sont adorables. Tout ça fait qu'on peut vivre plus mal un événement indésirable. Le fait que ce soit la première erreur chez un employeur, le premier décès assumé seul, la première erreur entraînant une mort, un échec évident avec la première fois, par exemple, là c'était un emploi d'une scie oscillante. Donc quand c'est la première fois, souvent ça nous marque plus. Donc c'est important de l'identifier parce que quand si vous êtes un jeune praticien ou si vous êtes au contact de jeunes praticiens, c'est la première erreur ou la première fois, ça peut être pas forcément la première erreur de la carrière, hein. Il faut être particulièrement vigilant parce que ça a tendance à être encore plus mal vécu. Et enfin, des caractéristiques propres à chacun. Quelqu'un de particulièrement stressé va vivre un énorme pic de stress au moment de l'accident et donc ça peut l'impacter encore plus. Donc, identifier, voilà, cette personne, cette vétérinaire est très, très, très stressée. Donc, il faut faire très attention, enfin, être peut-être plus vigilant avec elle, ou il ou lui, si jamais il se passe un événement indésirable qui a été très stressant pendant la gestion de l'accident. Et enfin, les derniers agresseurs, ça peut être nos collègues ou nos clients. Tout d'abord, voilà, par exemple, le propriétaire m'a hurlé dessus. La cliente a écrit un courrier me disant de changer de métier et me reprochant mon manque d'empathie et mon incompétence. On est presque habitué maintenant dans la profession au bashing, au fait de recevoir des clés. Enfin, on le voit sur les groupes Facebook, c'est quasiment presque tous les jours qu'il y a des personnes qui témoignent d'un client désagréable. Ben, pourtant, il ne faut pas s'habituer à ça et le minimiser parce que c'est vraiment un agresseur qui fait on va vivre encore plus mal un événement désirable. Et nos collègues, ça c'est important. C'était souvent témoigné donc, par les auxiliaires vétérinaires, en particulier envers les vétérinaires, qui leur parlent mal, qui sont en colère, qui gèrent mal leurs humeurs. Voilà, brutalité de la réaction de mon employeur. Ça, c'est quelque chose de marquant, en fait. Des fois, l'événement lui-même était marquant. Et si en plus, on a le patron qui nous explose à la figure, forcément, on se sent encore plus agressé et on a plus de mal à passer à autre chose. Donc, connaître ces agresseurs, ça va être important parce qu'on va pouvoir jouer dessus. À titre personnel, les identifier et du coup pouvoir les accepter. Et pour les autres, savoir les accompagner à identifier ces agresseurs et nous-mêmes essayer de contribuer à réduire ces agresseurs. Donc, il y en a, voilà, caractéristique de l'erreur, on ne peut pas forcément enlever la caractéristique, c'était une césarienne. Mais par contre, les patients, la société, enfin, le fait de limiter l'impact et les réactions que peuvent avoir les personnes, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Jouer sur l'organisation, de bien répondre aux demandes des personnes, de suivre ce que les personnes nous imposent, de ne pas leur enlever leur libre arbitre, qu'elles se sentent entendues, écoutées. Ça, c'est des choses importantes sur lesquelles on va pouvoir jouer. La réponse au stress maintenant. Donc, il y a eu l'erreur, l'aléa, bref, l'événement désirable avec ses caractéristiques, ses agresseurs. Tous ces événements n'entraînent pas les mêmes conséquences chez différents soignants. Cela dépend du coping. Le coping, c'est quoi? Le coping, c'est une stratégie d'ajustement, de réponse au stress. En fait, quand on est exposé à un stress, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce que on, on rebondit face à ce stress? Comment on le gère? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fonction de ça, on va avoir un vécu qui va être différent. Donc, comme je le disais, les erreurs, c'est un stress. Enfin, erreur, aléa, événement indésirable. Ça représente un stress à gérer. Un stress parce qu'il y a la situation à gérer. La situation à gérer, donc rattraper, essayer de rattraper l'erreur, par exemple. Annoncer au propriétaire.
Ça aussi, c'est un autre stress. Et donc, ça rajoute même du stress et donc ça, voilà, ça s'augmente comme ça. Mais le second stress, c'est gérer ses émotions, sa responsabilité. C'est devoir finir sa journée avec toutes les consultations, le planning chargé qui est pris et où il y a d'autres animaux malades qui vont arriver, alors qu'on vient de on vient de vivre un événement assez traumatisant. Donc, c'est deux stress à gérer. Et par rapport à ça, du coup, on peut avoir plusieurs façons de réagir. On peut avoir un mécanisme de fuite où là, souvent, on va trouver des excuses. On va essayer de se dédouaner un peu de sa responsabilité. Ou trouver un coupable. Ou alors même cacher. Essayer de faire comme si ça n'avait pas existé, de cacher l'erreur, de cacher, de ne pas en parler. Une autre, euh, une autre façon de réagir, ça va être l'agressivité, enfin, le déni. On refuse. Non, c'est pas possible que ce soit arrivé. Et enfin, un troisième mécanisme général, c'est la résignation. En fait, on se résigne. Bah oui, bah, de toute façon, il y a eu une erreur, bah, c'est que je suis nulle. Ou on se détache. Oui, bah, il y a une erreur, qu'est-ce que je peux y faire? Je suis juste humain. Donc on se détache, on prend du recul, on essaie de ressentir le moins de choses possible. Donc ça, c'est trois mécanismes de coping qu'on dit négatifs parce qu'ils sont pas, ils n'aident pas à améliorer le bien-être du soignant sur le long terme. Peut-être que sur le court terme, c'est une stratégie qui nous fait du bien. En fait, c'est plus facile d'éviter la réalité, de ne pas s'y confronter. Mais au long terme, c'est un peu c'est une stratégie empoisonnée qui va nous faire plus de mal que de bien. L'objectif, c'est d'aller plutôt vers un mécanisme de coping qui est tourné vers l'action. L'action, c'est se confronter à ses propres émotions, mais aussi être tourné vers les solutions pour gérer ses émotions, les solutions pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Être tourné vers l'action fait que on ne se cache pas, on se confronte vraiment à l'événement stresseur. Donc tout d'abord, pour ce qui est du déni et de l'agressivité, la première chose qu'on va voir, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est je suis bon, c'est pas possible que j'ai fait une erreur. Parce que si je faisais une erreur, ça voudrait dire que je suis nulle. Non, je suis bon. Donc en fait, c'est impossible. Et on rentre dans un cercle vicieux comme ça. Donc pour ça, pour sortir un peu de ça, il faut se rappeler que les erreurs, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et que faire une erreur, ça n'entache pas notre valeur. Euh, pour ce qui est du second mécanisme de coping, la fuite, ça va être je fuis, je n'assume pas quand je fais une erreur. Et donc, quand je fais une erreur, je ne suis pas à l'aise, donc je fuis. Et ainsi de suite. Et pareil, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, pour le briser, il faut essayer de se forcer, à se confronter à ses émotions, essayer d'en parler. En fait, d'en parler fait que après, on y est confronté directement parce qu'on doit en parler à quelqu'un. Si on lance le sujet, on en parle. Et enfin, essayer d'assumer sa responsabilité et de la remettre, comment dire, de, de la voir prendre de la hauteur sur sa responsabilité. C'est-à-dire que oui, c'est nous qui avons fait une erreur. Je ne suis pas responsable, mais pas coupable. Je suis peut-être celui qui a fait l'erreur, mais après, l'erreur, j'en suis la victime. Donc, c'est assumer sa responsabilité, mais en prenant du recul. Pour ce qui est de la résignation, je me sens nulle. Donc, quand je fais une erreur, c'est normal si je fais une erreur, ce qui prouve bien que je suis nulle. Et en fait, dans un auto-engrenage on se trouve de plus en plus nul. Et l'autre alternative à la résignation, c'est le détachement. J'ai fait une erreur. En fait, je ne peux rien faire. De toute façon, je suis juste humain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, je ne peux pas faire plus. Je fais déjà de mon mieux. Donc, je ne peux rien faire. Donc, je me détache. Le plus simple, c'est de se détacher, de plus rien sentir, de prendre du recul, mais trop de recul. Vraiment se détacher. Du coup, ça nous est égal quand on fait une erreur et ainsi de suite. Et donc, vous comprenez, je pense, facilement pourquoi ces mécanismes ne sont pas bons. Parce que bah, au final, soit on se détache émotionnellement et ça peut avoir des conséquences dramatiques derrière, un dégoût du métier ou parfois une perte du goût même de vivre. Et le fait de se sentir nul, de s'auto-accabler en permanence, ça n'aide personne. Donc pour ça, pour en sortir, il faut vraiment essayer de se rappeler qu'il est possible de gérer ses erreurs. Donc maintenant, les phases de la résilience. Donc les phases de la résilience, une fois qu'il y a eu on est concentré, on est confronté à un événement stresseur, la première étape, ça va être la phase de choc. On est submergé, on ne comprend pas. Il y a des fois, on n'arrive même pas à gérer. Ensuite, une fois qu'on a eu cette phase de flou et de intense, on passe dans une phase d'adaptation. Où là, on accepte. On a souvent des émotions tristes, on n'est pas très bien, mais on commence à se reconstruire. On est confronté à plein d'émotions, mais on puise dans nos ressources et on commence
à s'adapter, à aller mieux. Et enfin, la phase de récupération, c'est un retour à l'équilibre où il nous reste des marques de cet événement, mais on est passé à autre chose. On n'est plus dans le perdu au sein de ses émotions où on ne sait plus comment faire. Et le problème, des fois, c'est qu'on n'arrive pas à passer cette phase d'adaptation et on n'arrive jamais dans la phase de récupération. Il y a des fois des vétérinaires qui témoignent qu'après un accident médical, d'une perte, par exemple, d'une jeune chienne lors d'une stérilisation, que maintenant, ils n'osent plus faire des stérilisations de chiennes. Donc, en fait, il n'y a pas de retour à l'équilibre, on se sent plus capable. Et donc là, ça, c'est pathologique parce que ça dure sur la durée. C'est-à-dire qu'on est peu résilient et on s'enferme dans un mauvais mécanisme. Donc, comment agir? Un temps pour tout. Ça, c'est vraiment important. Euh, il faut comprendre ces différentes étapes parce qu'en fait, du coup, comment agir pour soi-même ou pour accompagner les autres, ça va dépendre de ces phases-là. Si on agit au mauvais moment, on ne va pas aider. Donc, tout d'abord, le temps du patient. Euh, dans la phase de choc, la première chose, déjà, il y a un accident médical, il faut se concentrer sur le patient et ses proches. Si on se sent dépassé, vu que ça arrive dans la phase de choc, il faut oser demander de l'aide ou alors proposer de l'aide si vous voyez un accident médical d'un de vos collègues pour gérer l'annonce au propriétaire, par exemple, pour gérer, essayer de rattraper, récupérer l'erreur si on est vraiment au tout début qu'on a vu à temps. Voilà. Ensuite, le temps de l'humain. Ça, c'est important. Des fois, on a tendance à l'oublier. Le temps de l'humain, que ce soit pour soi et pour l'équipe. Donc, oser parler quand on est nous-mêmes confrontés à cet événement indésirable, à cet accident. Ou alors, quand on le voit, agir en premier secours émotionnel, c'est-à-dire amener la personne, là on est en phase de choc, donc l'amener à parler, l'amener à, à lâcher, en fait, à faire exploser cette boule d'émotion qu'il y a, lui rappeler sa valeur, lui rappeler que c'est normal de faire des erreurs, lui rappeler que c'est normal, c'est malheureusement normal, les aléas, la médecine, elle est pas infaillible, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qu'on ne sait pas expliquer. Donc être présent pour l'autre dans la phase de choc, ça va être vraiment important. Pour l'équipe aussi, donc faire un débriefing de la journée, faire un débriefing de l'événement, être en transparence et sans jugement, ça va être quelque chose de très important parce que c'est fréquent qu'il y ait eu un événement et qu'on l'occulte en fait. Donc ça soit passé entre, mettons par exemple, une salariée et une patronne, et que le reste de l'équipe ait vu quelque chose de loin, mais au final ne sache pas trop ce qui s'est passé. Donc en fait, on est dans un flou. On sait qu'on a perdu un animal qu'on avait fait rentrer, par exemple. Si on est auxiliaire vétérinaire, on l'a vu, on l'a rentré, c'est nous-mêmes qui l'avons reçu. Et au final, il s'est passé quelque chose de grave, on ne sait pas quoi. Donc, être transparent, en parler, ça va être très important. Et ça, à faire dès la phase de choc. Ça ne veut pas dire obliger la personne qui est déjà sous phase de choc de mettre ses émotions dans l'ordre et d'expliquer de manière très claire. Non, c'est dire, voilà, il y a eu un accident médical. Là, aujourd'hui, on est dans on n'est pas dans on est dans le temps de l'humain, on n'est pas dans la compréhension, dans l'essayer d'y voir plus clair, qu'est-ce qui s'est passé, l'analyse, quels sont les facteurs latents, les causes. Non, là, l'objectif, c'est juste de récupérer, d'essayer de laisser passer cette phase. Et après, on en reparle ou on va débriefer davantage. Et ensuite, offrir un soutien pendant la phase d'adaptation, ça c'est important. Souvent, la phase de choc, il y a des vétérinaires, souvent des mentors qui me disent, oui, mais j'étais là je lui ai demandé comment ça allait, j'ai accompagné, mais ça a duré juste pendant la phase de choc. Et après la phase d'adaptation, il n'y a plus personne parce qu'on s'imagine que c'est passé. Et en fait, non, c'est important d'être présent pendant cette phase-là parce que ça oscille, c'est pas quelque chose de linéaire, enfin, on n'est pas dans des courbes, l'humain n'est pas simple. Donc, offrir un soutien. Mais quand je dis offrir un soutien, c'est offrir, c'est pas l'imposer. C'est demander à la personne ce dont elle a besoin. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de parler beaucoup, des personnes qui vont au contraire avoir besoin qu'on leur laisse de l'espace et qu'on arrête de leur parler de ça. Et c'est OK. Mais offrir le soutien, se sentir écouté, se sentir accompagné et valorisé malgré ce qui s'est passé, c'est important. Et j'ai mis donc sortir pour faire tout ça, le temps de l'humain, c'est important de sortir de la morale et du juridique. Enfin, c'était bien, c'est bien, c'est mal ce qui a été fait. Non, on s'en fiche, c'est pas la question. Là, ça a été fait, la personne le vit mal, il faut juste être là. En fait, adopter une culture consciente de la faillibilité humaine, consciente de la faillibilité de la médecine. Juste ne pas punir
pour rien, la personne, c'est une erreur, bah, elle aurait aimé ne pas faire, elle ou il, enfin, la personne n'aurait aimé ne pas faire l'erreur. Donc, ça sert à rien de venir punir par-dessus. On n'est pas au collège, quoi. Enfin, ça sert à rien de... La personne se punit elle-même, en fait, hein. C'est la première à se punir. Donc, être juste dans notre approche de l'événement, du bien, du mal, et le sortir lors du moment, du temps de l'humain. Et humaine, parce que bah, ça demande d'être capable d'être humain, de faire preuve d'empathie. Et ça, il y a des personnes qui ont besoin, qui l'ont naturellement, d'autres qui ont besoin de le développer. Mais être vraiment tourné vers l'humain, c'est quelque chose qui est primordial et qu'on a tendance à oublier. Et enfin seulement, le temps de l'analyse. Ça, souvent, après un accident médical, on a besoin d'y voir plus clair. Mais comment ça a pu arriver? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est important de comprendre. C'est très important même. Des fois, ça aide à passer cette phase d'adaptation. Mais n'empêche que ça ne doit pas arriver trop tôt. Si vous le faites pendant la phase de choc, vous n'y comprendrez rien. De toute façon, ce sera brouillé et faux à cause du nuage d'émotions qu'il peut y avoir. Donc, ça va être important d'analyser au bon moment. Dans la phase d'adaptation, si la personne en a besoin, a besoin de comprendre pour y voir plus clair et aller mieux, ou dans la phase de récupération, une fois que tout s'est tassé, que tout va bien et qu'on peut aborder de manière rationnelle l'événement. C'est important de cette analyse de la faire collectivement et encore une fois sans jugement. Et une fois qu'on a analysé et compris ce qui s'était passé, bah, le temps de l'amélioration. Et ça, c'est quelque chose qui dure sur le long terme. Là, j'ai mis un petit trait, mais en fait, ce serait un énorme trait qu'il faudrait parce que ça dure longtemps. C'est réussir à tirer du bon d'une mauvaise expérience. Et c'est ça aussi la phase de récupération, le retour à l'équilibre, c'est avoir tiré du bon alors que c'était quelque chose d'affreux qui s'est passé. Donc voilà, vraiment ça c'est important. Je l'ai appelé un temps pour tout parce qu'on a tendance à tout mélanger. L'humain, le temps de le patient, les proches, l'analyse qui arrive souvent beaucoup trop tôt. Pas pour mal faire, juste parce qu'on ne sait pas. Donc ayez à l'esprit les grandes étapes de la résilience pour savoir identifier quand est le bon moment. Enfin, je vais terminer sur ce point-là, c'est l'importance de se préparer collectivement. On a tendance à agir en réaction. Une fois qu'il y a eu un événement indésirable, un accident, une erreur, là, on agit et on se dit, ouais, il faut que j'agisse bien. Mais en fait, si on s'y est pas préparé et si on ne s'est pas préparé ensemble, il y a beaucoup de chances pour que ça ne marche pas. Dans l'enquête de MSD, ce qui a été montré, c'est qu'il y a quand même au moins 30% des cliniques où il n'y a pas de discussion ouverte sur les erreurs et les échecs cliniques. Et ça, c'est problématique parce que du coup, s'il n'y a pas de discussion ouverte, on ne se prépare pas, on n'avance pas. Et ce tabou, eh bien, il est source de conflits et d'échecs, des conflits éthiques. Est-ce qu'on annonce, est-ce qu'on n'annonce pas quand il y a eu une erreur? S'il y en a un qui voulait annoncer, un autre qui voulait pas annoncer, ben, les personnes ne vont pas se sentir respectées dans leurs valeurs et ça peut poser des gros conflits. Le fait qu'on n'en parle pas, ben, on crée des peurs, la peur des réactions de ses collègues. Alors que si on en a parlé avant, on sait que nos collègues seront bienveillants le moment venu. Mais si on n'en a pas parlé avant, même si en fait les collègues seraient bienveillants, ben, on ne le sait pas, vu qu'on n'en a jamais parlé, on ne sait pas comment ils vont réagir. Les moqueries, le jugement, la culture punitive, la recherche d'un coupable. Donc tout ça, pareil, c'est des choses qui, si on n'a pas bien assis dans notre clinique le fait qu'on ne veut pas de culture punitive, on ne veut pas de moquerie, on ne veut pas de jugement et qu'on ne l'a pas répété et affirmé et inculqué à toute l'équipe, ben, on n'est pas sûr que le jour où ça arrive, que ce ne soit pas le cas. Et la non-préparation, ben, ça peut entraîner des maladresses blessantes. En fait, on souhaitait faire bien, mais comme on ne s'est pas préparé, on n'a pas pratiqué, ben, le jour J, on fait mal. On va être trop présent, on va être vraiment ça va, ça va, ça va, ça va, et qui va pas aider. Ou souvent, oui, ce qu'on me raconte, c'est dit, bah, non, mais j'ai bien accompagné en parlant d'un jeune vétérinaire qui avait fait une erreur. Je l'ai très bien accompagné. Je lui ai dit que bah, c'était normal, que ça arrivait à tout le monde et voilà, il n'y avait pas besoin de faire un sang d'encre, ça faisait partie du métier. Et en fait, la personne voulait bien faire, mais ne s'est pas rendu compte qu'en disant ça, c'était nier les émotions et la phase de choc que peut ressentir le jeune vétérinaire. Donc, c'est important de se préparer, d'identifier, enfin de se former un petit peu, comme vous le faites aujourd'hui, pour éviter ces maladresses qui sont blessantes, même si on voulait bien faire.
Et enfin, c'est primordial de se préparer parce que sinon, on se sent dépassé le moment venu. Tout ce que je viens de vous dire, si vous n'en avez pas parlé collectivement, tous ensemble avant, si un jour ça arrive, vous allez être là. Alors, on fait quoi? On ressort le diapo, on regarde la conf en même temps? Non, il faut avoir pratiqué et avoir essayé et avoir fait pour que ça devienne une routine. Donc, là, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre le sujet au cœur d'une réunion d'équipe, sensibiliser et éduquer toute l'équipe, asseoir les valeurs communes. Donc, la non-punition, le non-jugement. Euh, comprendre les attentes de chacun, ça aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui, en fait, on voit qu'elles n'ont pas du tout envie de parler et c'est OK. On n'est pas obligé d'être tous un livre ouvert. Alors que d'autres, peut-être, on va se rendre compte qu'ils ont énormément de peur, qu'ils ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés dans des phases stressantes. Et s'entraîner. S'entraîner, ça peut être faire des débriefings en fin de journée, même s'il n'y a pas eu d'événements négatifs, parce qu'heureusement, il y a plus de journées où il n'y a pas d'événements négatifs. S'entraîner à débriefer, qu'est-ce qu'on a bien fait aujourd'hui? Et en fait, comme ça, qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? OK. Et bien les fois d'après, même s'il y a eu un événement indésirable, c'est qu'est-ce qu'on a bien fait? Mais il n'y a pas que l'événement indésirable au cœur de la réunion. Si on se réunit que dans des moments négatifs, ça alourdit le moment. Alors que si on s'entraîne à débriefer systématiquement, les fois où il y a un événement indésirable, ça devient un débriefing comme un autre. Et donc, on minimise pas l'impact sur le soignant, mais on minimise l'impact de l'événement comme si c'était quelque chose, une montagne en fait. Ça devient juste une étape sur la route. Donc, si on devait retenir 3 choses sur cette conférence, s'accepter comme seconde victime, c'est pas forcément quelque chose de facile pour nous en tant que soignants, mais vraiment se reconnaître victime. Donc, qui dit victime dit agresseur. L'importance du collectif, c'est quelque chose le collectif influence énormément le vécu de ces accidents. Et enfin, redonner une place à l'humain, se recentrer sur l'humain, sur l'empathie, sur l'écoute active, ça va être des choses qui sont primordiales. Et pour aller plus loin, vous pouvez trouver ma thèse en ligne, donc les erreurs médicales en pratique animaux de compagnie, où il y a toute une partie justement sur le vécu. Je propose aussi des formations qui seront bientôt en ligne et des accompagnements donc pour mettre en place ça au quotidien dans notre clinique. En livre, je peux vous conseiller les livres de Amy Edmondson. Donc, il y a notamment celui-là, Right Kind of Wrong, The Science of Failing Well, qui parle justement de comment rebondir après un échec. Eric Gallam sur l'erreur médicale, le burn-out. Et Boris Cyrulnik, qui est quand même un des pontes de la résilience. Et enfin, il y a une association qui s'appelle Facteur Humain en Santé qui met pas mal de choses à disposition gratuitement que vous pouvez trouver en ligne en tapant Facteur Humain en Santé. Et vous pouvez trouver des ressources aussi, podcasts, vidéos sur ce site. Donc, merci pour votre attention. J'ai été un petit peu plus longue que prévu, je crois. Excusez-moi. Non, très bien. Je vais couper l'enregistrement